Ah, c'est déjà un petit peu mieux que le cas précédent où je vais pas avoir à me triturer la tête. C'est simple, hein, c'est une histoire simple, contenue, aucun problème, hein. On a une version de Daphné qui reste un petit peu similaire à celle du film précédent, mais en moins poussée. Elle reste assez farfelue, mais pas trop tarée sur les bords, et elle fait plutôt bien le taf à ce niveau-là. Je te l'ai dit, notre réalité n'est qu'une simulation. L'univers ne peut pas exploser parce qu'il n'est pas réel. Quand je vous regarde, tout ce que je vois, c'est 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Et je le dis franchement, au cas où il y ait des personnes qui se soient potentiellement plein de ça, je n'ai pas encore vu les commentaires de la vidéo que je sors dans très peu de temps, la vidéo précédente de Réac. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'on change un petit peu l'approche des personnages. Donc une Daphné un petit peu farfelue, ça ne me dérange pas plus que ça. L'important c'est que vous les incrustiez dans une bonne histoire et que vous n'essayiez pas de faire de la continuité et que vous rendiez ça incohérent. Et c'est clairement pas ce que vous visez avec la légende du roi Arthur. Autant mettre les choses au clair tout de suite sur ce film, autant résumer un tout petit peu cette partie-là avant même de commencer la critique en elle-même. C'est un film qui a pour parti pris d'être tout simplement léger. Il n'y a aucune autre ambition que ça. Ça va être un film où on va enchaîner les blagues, faire une situation qui s'enchaînera majoritairement pour la blague, le gag, et ça ne cherchera pas une seule seconde à se prendre grandement au sérieux ou à donner des enjeux forts d'une quelconque façon. C'est un petit film léger, et de fait, je peux un peu plus accepter ça. Voilà, j'accepte cette approche, il n'y a pas de mélange de tons complètement grossier ou quoi que ce soit, c'est un petit film fait pour faire rire. Et à cet égard-là, majoritairement, il s'en sort bien. Il y a du timing comique qui va, bon, je serais pas contre qu'on évite les bruitages de cartoon que je trouve juste grossiers personnellement. Mais ça c'est moi. Et oui, il y a des bonnes répliques de temps en temps qui font bien mouche et qui m'ont fait rire. Sur une échelle de 1 à combien t'estimes que c'est ridicule? Après, ça reste un petit peu naze de temps en temps sur ce domaine-là, mais à cet égard, ça le fait majoritairement bien, quoi. C'est de la comédie plutôt réussie. Voilà, mais ça amène aussi le problème que j'ai déjà pointé avant, c'est un film léger avec aucune autre ambition que de faire rire rapidement, et à cause de ça, ce manque d'ambition, cette petitesse dans la recherche scénaristique, l'empêche de valoir beaucoup, hein. Je suis désolé, je le dis comme je le pense, hein, comme des tas d'autres cas avant, hein. Je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit, hein, que ça vous surprenne pas. Donc, c'est juste un film qui se suit pour se marrer rapidement. Et c'est tout ce que ça va être, hein. Il ne va pas y avoir des trucs très marquants, contrairement à, je sais pas moi, Le Fantôme de l'Opéra, où en dépit du fait d'être marrant, il y avait quand même une recherche dans la mise en place, des développements assez recherchés et un tout petit peu intelligents. Là, c'est pas très intelligent, c'est même un peu trop con, hein, à plusieurs moments. Et c'est ça qui va un tout petit peu plomber le truc. Mais globalement, je peux pas trop me plaindre des mêmes choses que dans les deux films précédents. Les trois films précédents, j'ai envie de dire. Donc, c'est déjà un bon point à ça. Mais oui, on va commencer un petit peu par parler du scénario, hein. Ça commence sur un gars qui est en train de regarder la série Arok le Barbare. Arok le Barbare qui est une série Hanna-Barbera. Je savais pas, je me suis un peu renseigné parce que je connais pas toutes les séries. C'est une des plus obscures, hein. Elle n'est pas restée grandement dans les mémoires, celle-là, contrairement à d'autres. Et ouais, tu te dis pourquoi? C'est juste pour faire la ref, mais vous verrez que c'est un peu plus important. Déjà, on verra nos filles en parler à 2-3 reprises en disant « Ah, j'aime bien cette série, il est super canon l'acteur », en faisant genre c'est une série de leur monde, quoi. C'est une série live action de leur monde à eux, quoi. Alors que c'est pas le même style d'animation. C'est vraiment le style d'animation à la années 80, quoi. Le vieux dessin animé des années 80 à Barbera, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc c'est pas le même style et pourtant
C'est un peu bizarre parce que je suis presque certain que les dialogues qui sont dits dans cette intro, c'est pas des dialogues de la série originale. C'est clair et net que c'est de la parodie un peu du genre, donc c'est un peu bizarre qu'ils vous reprennent ce style-là alors qu'ils n'ont pas exactement le même style dans leur animation. Excusez-moi, ça jouera un petit rôle plus tard, c'est pour ça que je tenais à appuyer. Bref, c'est quelqu'un qui regarde ça alors qu'il est dans l'avion et qu'on nous sert une grosse référence à un épisode d'Aux frontières du réel. Je sais plus exactement c'est quoi le titre anglais de cette série de science-fiction horrifique là, mais c'est peut-être l'épisode le plus iconique pour ceux qui ont un peu suivi ça, où il y a un monstre qui apparaît sur l'aile d'un avion et personne ne croit un passager. Et c'est clairement mis en scène un peu pour faire ce parallèle-là. Voilà. Et donc, on est dans un avion et il y a un monstre, tout le monde le voit, hein. Il n'y a pas de suspense comme dans l'épisode de la série. Enfin, ça me semble, parce que je crois pas l'avoir vu réellement. Enfin bref, et c'est le combat dans les airs contre ce monstre pour le capturer, ce qui est assez intense, et je me dis, waouh, ça aurait pu être un final énorme. Jouer sur une configuration qui se passerait en grande partie dans un avion lors de l'enquête et avoir de l'action autour de cet avion-là. Pourquoi vous faites pas un film centré sur ça? Ce serait vraiment super comme voie à explorer pour un film Scooby-Doo. Pensez-y à l'avenir. Si jamais vous m'entendez, les créateurs des films Scooby-Doo. Enfin bref, voilà, c'est rapide pour dire on s'occupe d'un méchant en fin de partie, etc. Il est capturé, c'est un mec qui était pas content des prix des billets d'avion, donc il voulait foutre en l'air le commerce des avions pour qu'il soit moins cher et qu'il puisse en profiter, c'est complètement con. Mais à nouveau, quoi, la connerie, les idioties sont totalement assumées dans ce film. Et donc, ouais, il est capturé pour une connerie. Et alors que pour arriver à trouver un petit peu de qui il s'agissait, Vera avait fait faire des tests ADN un peu précis. Mais étant donné que Sammy et Scooby se sont un petit peu mélangés à ça parce qu'ils ont voulu bouffer, ça va être leur truc, ils vont beaucoup bouffer dans cet épisode, dans ce film, et ben ils ont également eu droit à un test ADN, et un test ADN très poussé, hein, parce que c'est pas juste un test ADN pour savoir qui fait le coup, c'est aussi un test ADN qui dit tout votre historique génétique, jusqu'à je ne sais pas quelle génération, quoi, hein, parce que ça remonte au 11e, 12e siècle, je sais plus exactement, c'est quand l'époque de la légende arthurienne, mais voilà, on a fait une recherche sur les gènes de Scooby-Doo et de Sammy, et Sammy, il s'avère que son ancêtre, un de ses ancêtres, parce qu'apparemment il y a qu'un seul de ses ancêtres qui est listé, jusqu'après il n'y a pas eu de liste, mais cet ancêtre-là il était là, c'était un chevalier qui vivait à Norville, dans le nord de l'Angleterre. Et donc ils se disent, tiens, pour célébrer le coup, on y va? Oh, pourquoi pas? Hein, bon, on y va, hein, petite curiosité, on sera là-bas. Bon, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Hein. Toutes les excuses sont bonnes. Donc ils se rendent à Norville, S. Morganien, un truc comme ça, hein, c'est le nom complet, on va dire Norville, qui s'appelle donc comme Sammy en fait. C'est son prénom. Ils disent que c'est son nom de famille en VF. Oui, mon nom de famille est Norville. Norville Rogers. Ce qui est ridicule pour moi, parce que c'est son prénom qui a été modifié. Son nom de famille, c'est Rogers, c'est pas Norville. Donc je comprends pas le principe. C'est un prénom qui a été transmis de génération en génération, parce qu'ils en sont fiers de temps en temps, je sais pas. On va dire que c'est ça. C'est le petit détail. Bref, ils se rendent à Norville, un petit village un peu caustique qui prévoit une fête un peu pour célébrer je sais pas quoi, l'anniversaire de je sais pas trop quoi, et qui célèbre aussi le fait qu'ils sont liés à Camelot. Ils seraient liés à Camelot parce que d'après Vera et d'après la véracité historique aussi, et ben Camelot n'a pas vraiment existé à proprement parler. Hein. Les légendes arthuriennes ne sont que des légendes de ce qu'on en sait. Mais voilà, ils sont fiers parce que ce serait vraiment ça. Il y a le maire Sanders et son assistante Sandy. C'est assez marrant, quoi. Ils ont des noms qui se ressemblent. Et qui leur racontent un petit peu cette histoire, comme quoi, avant, il y avait un grand chevalier du nom de Norville qui est apparu au roi Arthur pour l'aider à vaincre Morgane. Et grâce
à son courage, il l'a vaincu, il a aidé à sauver le peuple et est devenu roi, mais pas longtemps, puisqu'il a été emporté par Morgane, il n'est plus réapparu. De par son courage, le chevalier Norville a eu le titre honorifique de propriétaire des lieux, si jamais un de ses ancêtres venait les demander, il aurait tout droit sur ces terres. Et apparemment, c'est un contrat qui s'est fait en bonne et due forme, et qui est encore, qui marche encore tout de suite, hein, parce que ça va être la base de tout le scénario de cet épisode. À chaque fois je dis épisode, c'est film, excusez-moi. Hein. Donc, ouais, ils trouvent que c'est un petit peu bizarre, mais ils vont pas en faire des cases dessus. Après que Sammy et Scooby ont bien bouffé, ils décident de se rendre à la bibliothèque pour faire quelques petites recherches, tombent sur la bibliothécaire qui est du genre un peu ronchon, et consulte un livre qui raconte cette légende hein, que je vous ai racontée. Hein, voilà, un chevalier est arrivé, il a aidé à vaincre Morgane, la méchante fée, et il a été roi pendant un petit moment avant d'être enlevé. Ce qui explique pas comment il a eu une descendance exactement. Il a eu une descendance avant d'être enlevé, j'imagine. Enfin, ça n'a pas été clair. Bref. Alors, en ayant un petit peu vent de ça, en sortant de la bibliothèque, ils se font attaquer par Morgane, qui apparaît dans les airs comme ça, et on dit « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Elle dit « Ah, je vais m'en prendre à celui qui possède mes terres. » Et ils sont un petit peu paumés par ça, ils disent « J'avoue, qu'est-ce que c'est ce truc ?» Ils essayent de se barrer un petit peu, ils se rendent vers une espèce de Stonehenge, enfin, une tonne de stèles de pierre, j'imagine qu'il y a beaucoup de trucs comme ça sur les terres anglaises, les terres de Grande-Bretagne. En tout cas, ils se font toucher par un sort de la fée Morgane qui semble les envoyer dans le passé. Mais ce sort les fait voir leur vie antérieure. C'est très bizarre en fait, on essaie de faire un effet, on va vers le passé, alors que je suis désolé de vous spoiler ça, mais on verra que non. Hein, voilà, non, ils sont pas vers le passé. Et ils essayent d'illustrer ça par les tonnes d'incarnations qu'ils ont eues avant, ce qui fait super bizarre, parce que ce n'est pas... Enfin, je sais pas, j'imagine que c'est pour le gag, mais je trouve pas ça particulièrement drôle en fait. C'est juste pour dire, hey, vous vous souvenez de ça, de ça, de ça? Ouais, je sais que ça existait. Et... Ça vous fait plaisir de faire des références, ça aime bien faire des petites références de temps en temps ce film, hein, donc pourquoi pas. Bref, il se retrouve à une version, semble-t-il, du passé de l'endroit, parce que en marchant un petit peu pas loin d'eux, ils voient ce qui semble être Camelot, hein, de l'époque, etc. Ils y vont, il y a des chevaliers, des gens qui parlent vraiment comme à la vieille époque, avec quelques petits trucs à redire, évidemment, ce qui sera un peu justifié par la suite, mais au début on a Vera qui se dit que c'est complètement ridicule, mais elle essaye un petit peu de se justifier ça en disant que, vous savez, la technologie pourrait potentiellement permettre ça, on n'est pas sûr du tout, donc si ça se trouve, ce qu'on appelait magie avant était juste de la technologie, c'est un peu pareil, peut-être que ce qu'on croit être de la magie est une sorte de technologie. Elle essaye un petit peu de rationaliser ça. Et ce qui est intéressant de son point de vue, il faut vraiment accepter le fait qu'elle n'est vraiment pas prête à accepter que le surnaturel existe. Et donc, on essaye un tout petit peu de faire avec et de se dire ok, ça doit être ça, et que maintenant qu'on est tombé dans le passé, ils se disent tout de suite le fameux Norville chevalier qui a sauvé le royaume contre la fée Morgane, ça devrait pas être en fait toi, Sammy? Ça serait-il pas un petit peu logique que ce soit toi qui aies créé ton propre passé, etc. Ce qui n'est pas particulièrement logique d'un point de vue strict dès lors qu'on s'y penche un tout petit peu. J'avoue que j'y ai pas pensé sur le coup, mais après réflexion, une minute après visionnage du film, je me dis ok, mais à ce moment-là, comment il a pu se donner sens à lui-même? Est-ce que... Si on partait là-dessus, vraiment, si on partait là-dessus, ça voudrait dire que le gars aurait donc sauvé le royaume, etc. Il aurait engendré un enfant, qui aurait engendré l'état l'enfant, qui aurait fini par engendrer Sammy lui-même. Il serait donc son propre arrière-arrière, etc., etc., grand-père. Ce serait ça, en fait.
ces frags dans Futurama en beaucoup plus éloignés. Ce serait ça en gros le principe. Le genre de réflexion que Vera aurait pu se poser. Néanmoins, autre réflexion qu'il se pose, c'est que il faudrait tenir compte du fait que si on réussit pas, on pourrait être effacé de la réalité. Un peu comme dans Retour vers le futur, hein, ils se la jouent totalement. Ça devrait être comme Retour vers le futur. Et ils se disent même, tiens, il y a cette photo sur le téléphone de Daphné qu'on n'essaye pas d'utiliser au passage, alors que rien que ça, vous essayez d'appeler quelqu'un avec votre téléphone, c'est bon. Hein. La supercherie est défaite. Hein. Le fait qu'ils y pensent pas une seule seconde, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, ils se disent tiens, s'il se passe quelque chose sur cette photo, ça veut dire que on a changé le cours du temps comme il fallait pas, etc. Ils se disent à un moment donné quand la photo se noircit et qu'il n'y a plus d'image, oh mon Dieu, on a tout foutu en l'air, etc. Alors qu'ils ont juste plus de batterie. Le fait qu'ils se posent même pas cette possibilité dans la tête, c'est un petit peu con. Mais voilà, c'est un peu ça le truc. Que je tiens à appuyer, j'accepte totalement l'approche humoristique poussée de ce film. Ce n'est pas un film pensé pour être sérieux. C'est clair. Vraiment, je ne recherche pas une seule seconde le fait qu'on prenne bien au sérieux les événements ou quoi que ce soit. Ça va être du gag majoritairement et il faut tout prendre à la légère. Très bien. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse pour écrire son scénario n'importe comment et faire passer nos personnages régulièrement pour des demeurés. Ça a toujours été un argument que j'ai pointé et je le redis encore, ce n'est pas une excuse, la comédie, pour justifier des paresses d'écriture. Je tiens à le rappeler une énième fois, et la raison pour laquelle je m'acharne sur ce scénario, en dépit du fait que je sais qu'il est vraiment principalement humoristique, limite parodique. Voilà. Donc, en étant donc à Camelot dans le passé, et semble-t-il leur point de vue, ils vont tomber sur la troupe et Arthur qui fera une déclaration en étant un gros connard en fait. Ce Arthur Pendragon est vraiment une sombre merde qui voit les gueux de haut et qui dit oh, on va faire la fête mais sur vos impôts on vous emmerde plus ou moins. En se la jouant un petit peu beau gosse alors qu'il est un peu ridicule. Et ouais, il y aura deux, trois autres trucs où on essaiera vraiment de le jouer pour la comédie. Guenièvre qui en a rien à foutre de lui qui est un petit peu vénère contre Lancelot parce que il sait qu'il y a un truc entre lui et Guenièvre, ça reste certainement ce genre de choses, vous voyez. Il va y avoir aussi un Merlin. Sur lequel je vais me pencher un tout petit peu un peu plus tard, mais voilà, va y avoir notre groupe qui décidera, après avoir eu un petit peu vent de cette situation, de se présenter à la cour royale devant Arthur et tous ses chevaliers pour dire qu'ils sont là pour se présenter en tant que chevalier. Je suis le seigneur Norville de Crystal Covia, je viens vous présenter mes hommages ou je sais pas trop quoi, et pour prouver un peu sa valeur, il dit tiens, je connais un super truc, je sais faire des sandwichs, des méga sandwichs. Il est en train de faire un méga sandwich et il voit une épée plantée dans la roche et qui ressemble à, enfin qui est Excalibur, enfin ça semble être Excalibur, et il la sort comme ça, tranquillou. Et pour couper un putain de sandwich. Parce que le rompre, c'est trop compliqué, voilà. Et donc, c'est le délire, la blague pour que tout le monde se dise « Ah mon Dieu, c'est lui qui a retiré Excalibur, c'est l'élu !» Mais Arthur, il est pas très chaud, je dirais « Vous n'allez pas me piquer mon trône comme ça, hein, vous êtes l'élu, je suis pas sûr à 100%. » Et il y a donc Merlin qui apparaît pour régler le problème. Merlin que tout le monde suit tranquille. Il y a même Arthur qui le suit comme étant quelqu'un qui fait vraiment partie du lot. Donc je reviendrai un petit peu là-dessus, quoi. Donc Merlin qui fait un petit peu fermer sa gueule à Arthur avec sa magie et qui dit la seule façon de régler ça, ce serait faire un tournoi. Donc tout le monde suit, on va faire un tournoi. Et on va choisir ses champions. Arthur il va choisir tous ses chevaliers et il va pas avoir d'autre choix Samy que de choisir Fred. Voilà, Fred il se prépare pour lutter etc. Et il va se faire stopper par Morgane parce qu'en coulisses alors qu'il se prépare il y a Morgane qui lancera un sort sur lui qui le figera et donc il va être remplacé par Daphné. Daphné qui va être
ultra badass et défourailler tout le monde. Alors, Daphné, femme forte, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis plusieurs films maintenant, donc ça passe plutôt naturellement, ça. Je trouve quand même un petit peu facile qu'elle sache faire tout à la perfection, mais tout, quoi. Parce qu'elle va faire les joutes, le tir à l'arc, etc. Tout parfait, tout par cœur. Nickel, aucun souci. Et au passage, après ça, on verra qu'elle les aura tous mis un petit peu HS. Mais comment elle a pu mettre HS l'archer, en fait, en tirant mieux que lui? Comment c'est possible? Je sais pas, j'ai le sentiment que vous n'avez pas bien réfléchi à ça. Ah, mais c'est une comédie, on s'en fout. Voyez, hein, le petit problème que je tiens à appuyer une nouvelle fois. Donc, pendant ce temps-là, il va y avoir aussi Vera qui essaiera de se renseigner auprès de Merlin, en se disant que peut-être, au bout du compte, la magie qu'il aurait serait une sorte de technologie qui viendrait de plus loin. Un peu, j'ai envie de dire, comme le film Disney Merlin l'Enchanteur, où on voit que Merlin vient d'un loin futur, et que dans l'absolu, on pourrait limite croire que la magie dont il fait preuve serait une sorte de super technologie qui viendrait d'un futur lointain, quoi. Donc elle le voit comme ça, verra quelqu'un qui a des technologies du futur et qui s'en est servi pour voyager dans le temps. Et essaye un petit peu de l'amadouer, mais dit non mais c'est de la magie, faut que tu suives mes trucs, mon grimoire, etc. Ça l'emmerde. Et donc, ouais, elle se barre avec pas grand chose de retenu pour l'instant. Elle va rejoindre le tournoi alors que Daphné sera attaquée par le champion de Morgane qui décidera de s'immiscer après coup. Et c'est un gros mastodonte en armure que Vera arrive à avoir grâce à un piège à la trappe-souris un petit peu ridicule. Et c'est là que tu t'acceptes ça. Voilà, c'est tout un enchaînement d'événements qu'on ne peut pas réellement calculer, mais qui est vraiment abusé, exagéré pour la blague. Surtout le fait que le chevalier, durant tout ce délire-là, reste stupidement sur place. Parce qu'il bougerait de 50 cm sur le côté, ça marcherait pas, hein, ton piège, Vera. Hein. Et bon, c'est la blague, c'est la blague. Voilà, ça fait partie des trucs qu'on accepte, c'est pas grave. Donc, il se fait avoir et Daphné le démasque, mais au bout du compte, c'est vraiment une créature des enfers, en tout cas semble-t-il. Et donc, ça n'a pas l'air d'être trop ça, quoi. Mais ça va pas aller plus loin que ça, puisque Morgane se dit, bon, au bout du compte, je vais capturer Samy, l'emmener loin de ce château, et nos amis ont peur pour lui et veulent le sauver. Il y a même Arthur qui, après un tout petit peu de réflexion, se dit hein, vous savez quoi, je me suis lié à ce gars. Ça, on nous fait une espèce de flashback de tous ces moments où ils ont bouffé ensemble, parce que ce sont des amateurs de bouffe l'un comme l'autre. Vraiment, on bouffe dans ce film. Je n'ai jamais trouvé ça drôle. Ah, j'aime manger, alors je m'empiffre comme un gorèche. Je ne vois pas en quoi c'est drôle. C'est peut-être la première fois, comme ça, rapidement. Ce n'est jamais drôle pour moi. Je n'ai jamais compris l'attrait de ce truc. Pas une seule seconde. Si quelqu'un peut m'expliquer l'attrait, à part que c'était rigolo parce qu'il mange n'importe comment, un attrait un tout petit peu recherché, vous voyez? Ça existe ou pas? Je sais pas. Enfin, excusez-moi, c'est le détail, parce que c'est pas fini en plus. Hein. Donc, il décide, vous savez quoi, je vais vous aider. J'ai envie de le sauver, c'est un peu le plus proche de l'ami que j'ai jamais eu depuis tout ce temps. Il en fait un petit peu des caisses quand on sait de qui il s'agit plus tard, mais bon. Et il décide de se rendre au château de Morgane où il y a des tonnes de pièges qui sont mortels. Hein. Vraiment, la façon dont c'est mis en scène, c'est clairement mortel. Des flèches qui se plantent au mur, des murs qui se... Quel truc qui frappe le sol, etc. Et il y a même un précipice où on peut risquer de crever pour de vrai. Ça a l'air d'être quand même du piège mortel en partie, quoi. Peut-être certains trucs sont peut-être faux, mais c'est quand même en partie du piège mortel. C'est un peu bizarre, quoi. Enfin bref, je vous fais ça rapidement parce que Fred a une idée qui fait qu'il enclenche tout très vite en passant en mode fou. Et après, il se rend à l'endroit où se trouve Samy, qui est en train de bouffer un gros festin. Et comme on a du temps à perdre parce que c'est clairement un film qui a pas été écrit pour durer 1h15, et ben il y a lui, Scooby et Arthur qui s'empiffrent une nouvelle fois parce que c'est un truc qu'on adore faire dans ce film.
Mais bon, on apprend aussi que ce festin, c'était en récompense, en échange d'une signature de contrat avec Morgane pour lui léguer les terres. En tant que roi légitime maintenant. Et donc oui, il a été con, il a pas réfléchi, il s'en foutait royalement, hein, c'est Samy, hein, et ils se disent oui, bah, c'est bien, mais on va pas vous laisser faire, et c'est là qu'elle se transforme en dragon, et qu'il faut fuir un petit peu le lieu, et donc on revient en arrière, on rejoue sur les pièges de façon assez comique, le timing comique, je le redis, c'est pour ça que je tenais à faire cette intro pour commencer, le timing comique marche bien à plusieurs moments, vraiment, à plusieurs moments, et c'est ça qui aide un tout petit peu à apprécier ce film en dépit de son scénario assez bancal, hein, je suis désolé, il est assez bancal. Donc, ouais, ils finissent par se barrer. Il y a Arthur qui fait semblant de se sacrifier. Ça sert absolument à rien ce qu'il est en train de faire. Mais, ah, je me sacrifie, allez-y. Pourquoi tu barres pas avec les autres, crétin, je comprends pas. Ouais, il y a Vera qui se dit, qui se rappelle les mots de Merlin, parce qu'il fait quelque chose, Merlin, à un moment donné. Il dit, ah, tu sauras à un moment donné comment utiliser ce grimoire. Et comment elle l'utilise, elle lui balance à la gueule. Et ça le fait exploser. Ok. Ça va être déjà assez contradictoire avec un truc plus tard, ça aussi, mais... ouais, donc Morgane est capturée, tout le monde les accueille avec joie, etc. à la fin, et c'est là qu'on dévoile la supercherie, parce que depuis le début, tout ça était une mise en scène. Ils ne sont jamais retournés dans le temps. Non, 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 ils ont été un petit peu manipulés pour croire qu'ils étaient dans le passé avec tout le monde, qui faisait cette espèce de jeu de rôle grandeur nature. Je sais pas comment on appelle ça déjà, ces espèces de mise en scène où il y a vraiment des tas de gens qui jouent des villageois, des chevaliers, etc., comme au Moyen-Âge, etc. Enfin bref. Et on dévoile que celle qui joue la fée Morgane, c'est la bibliothécaire, que l'acteur qui jouait Arthur, bah, c'était en fait l'acteur qui joue Accor, le barbare. C'est Accor, c'est ça, j'ai toujours du mal. Hein. Arok, mes excuses. Je ne le connais pas des masses. Et même s'il y a 2-3 fois où je trouve que la mise en scène donnait un petit peu trop l'impression que c'était réel pour eux, ils essayent de justifier ça, on va dire acceptablement pour du Scooby-Doo. Hein. Vous voyez, des trucs pour faire voler dans les airs, les machines, etc., etc. Bon, le fait que Fred se soit fait figer, l'explication est débile. Parce que c'est le pouvoir de la suggestion, c'est un peu mon cul, quoi. Non, c'est une fléchette tranquillisante ou un truc comme ça pourrait être ce genre de choses, mais non. Enfin bref, c'est ces détails sans trop d'importance. Alors que, bon, voilà, le principe, c'était un petit peu de répéter leur future attraction, puisque Camelot, en fait, ce vieux château de Camelot, c'est un truc qu'ils ont rénové qui était pas loin du village de Norville. Sachant que, voilà, ils se seraient déplacés ailleurs à n'importe quel moment, parce qu'il n'y avait personne pour les surveiller, ils se seraient pas rendus directement dans le château, mais ils auraient fait un petit peu le tour des environs, ils auraient vu le poteau rose. Hein. De toute façon, ils auraient utilisé leur portable, ils auraient vu le poteau rose. Hein. Donc voilà, c'est grossier dans la façon dont c'est mis en place. Et le principe de cette mise en scène, c'est aussi parce que ils avaient peur en découvrant que Samy, un ancêtre de Norville, le chevalier, était présent, qu'ils prennent possession de ces terres. Ils voulaient essayer de faire en sorte que ce soit pas le cas. Alors que Samy dit, vous savez quoi, j'ai rien eu à foutre, j'étais prêt à vous les donner ces terres, hein, je m'en fous royalement. Et ils disent, ah, on a fait tout ça pour rien, en fait. Ah ben merde. Mais bon, il y a un petit rebondissement, parce qu'il faut quand même un méchant de fin à combattre. La bibliothécaire, en fin de compte, a manipulé Samy pour signer le document, mais le document qu'elle a créé, le fameux document pour les droits des terres, elle a un petit peu changé pour que ce soit seulement à elle que reviennent ses droits. Pas à toute la ville et partage équitable avec tout le monde. Non, 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 seulement elle. Et donc, un truc que je comprends pas, qui prouve qu'elle est un petit peu coconne sur les bords. Pourquoi tu le dis? Je veux dire, personne n'est au courant que tu as fait ce changement-là. Tu pourrais juste dire, c'est très bien, maintenant laissez-moi, je pars, j'ai un truc à faire, je vais poster cet acte qui dit que j'ai la propriété totale de la ville, parfait.
Non, 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 elle se dit, ah, je suis une méchante, je vous ai tous manipulés. Maintenant, je me barre en espérant que personne ne me suive. Voilà, c'est ça, c'est bien, c'est très intelligent, ma grande, hein. Wouh. Donc, elle pique la Mystery Machine, elle se fait pister par l'acteur donc qui joue à Rock et qui reprend donc son vieux délire du rôle du moment. Parce que voilà, leur dragon mécanique, c'est une sorte de 4x4 volant, c'est très bizarre comment ça marche cette machine. Bon voilà, les machineries dans Scooby-Doo, ça va très loin des fois. Hein. Et après un peu de course-poursuite, ils arrivent à la rattraper et empêcher de justesse qu'elle poste l'extrait qui lui donnait toute la propriété. Et donc elle est arrêtée. Sachant qu'elle est arrêtée, pourquoi, je ne sais pas. Elle ne devrait pas être en prison. Son plan n'a pas marché, d'accord. Hein, bon, elle va être un petit peu boudée par la ville, mais elle ne devrait pas être en prison. Hein, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a fait d'illégal? Techniquement. Je trouve que si on parle là-dessus, à Rock et le Scooby Gang, on fait plus illégal que ça. C'est quand même eux qui ont directement détruit diverses propriétés du coin. Je dis ça comme ça, hein. Enfin bref, voilà, elle est capturée. Le maire du coin est content de voir que Sammy en a rien à foutre des droits. Et ils font la fête pour fêter que tout est bien, qui finit bien, et qu'au bout du compte, c'était pas la peine de se prendre le chaud pour ça. Il y a Sammy et Arthur à Rock qui, après cette aventure, en fait, scelle quelque chose parce qu'au bout du compte, il a beau avoir joué un rôle, le lien qu'ils ont uni dans la nourriture était réel. C'est l'amour qu'on porte au sandwich. Regarde la scène du sandwich dans Citizen Kane et tu comprendras. Ça fait un moment que je l'ai pas vu ce film, vous commencez à me coller un doute, il y a une vraie scène comme ça. J'ai le sentiment que c'est n'importe quoi, mais j'ai un micro-doute que c'est peut-être vrai. Je sais pas, excusez-moi. Donc oui, c'est la fin, mais il y a le petit twist supplémentaire, c'est qu'en fait Merlin, depuis tout ce temps, était réellement Merlin. Ce n'était pas un acteur ou quoi que ce soit, c'était vraiment un être magique qui a fait pas mal de trucs magiques de façon bien magique, etc. quoi. Et c'est la grande révélation. Et tu te dis... What? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout d'un coup, ce mec, qui n'avait rien à faire particulièrement à ce moment-là, est apparu pour aider à déjouer une manipulation qui, au bout du compte, n'était pas si grave que ça. Ça servait à quoi ton délire, Merlin? Pourquoi t'es apparu? Ça t'a servi à rien? Si encore c'était pour quelque chose d'important, etc. Mais c'est juste, c'est pour déconner en fait. T'es apparu là, bon pourquoi pas? Voilà, c'est ça. J'ai pas compris ce délire. Pourquoi il a décidé de participer à ça, à part juste pour déconner, se marrer rapidement. C'est la seule chose qui ressort et c'est ridicule pour moi. Ok, donc Merlin était réellement un magicien et ça explique pourquoi tous les trucs qu'on a vu faire étaient plus difficilement explicables que d'autres. Ça me fait toujours penser à Barney Laroche. Et comment vous connaissez Barney Laroche? Il vient du futur. Non, c'est un homme des cavernes. À nouveau, vous adorez vous autoréférencer, Hanna-Barbera. Ah oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Barney Lapierre est un personnage de la série Les Pierres à Feu. Enfin, la famille Pierre à Feu, voilà. Juste pour vous dire au cas où vous ne saviez pas. Donc, ouais, voilà, ce film ne m'embête pas autant que le précédent, qui a peut-être des moments un peu plus forts dans l'absolu, j'ai envie de dire. Mais je suis beaucoup moins ennuyé parce que le ton est clair du début à la fin. Ce n'est pas un film sérieux, c'est un film qui est là pour le gag, pour les excentricités, donc les délires, ah là on fait un petit peu n'importe quoi, on est des andouilles, on fait des anachronismes qui n'en sont pas réellement au bout du compte vu que ça s'explique, sauf pour certains, ce genre de choses. Ça passe mieux que si ça avait été un film qui essayait d'être mi-sérieux. Voyez, néanmoins, ça n'excuse pas totalement le fait que ce n'est pas réfléchi. Ce n'est vraiment pas réfléchi et ça ne peut pas se justifier par le fait que c'est une comédie, on s'en fout.
C'est dommage, dans un sens, parce que je trouve que le timing, l'écriture comique valent le coup, hein. J'ai ri plusieurs fois. Et étant donné que j'ai pas été aussi irrité à cause des ambitions faibles que ça se donne, c'est pour moi un peu comme, je sais pas, moi, La Ferme se rebelle, on va dire. La Ferme se rebelle, c'est con, c'est mal pensé, etc. Mais ça se donne pas des ambitions fortes et on sent que ça se veut être surtout comique. C'est un peu pareil, mais en moins bien écrit, je dirais. Hein. Voilà, c'est un film que je vous recommande vaguement un petit peu si vous voulez juste vous marrer comme ça. Mais vraiment, vous marrer en ayant conscience que vous allez voir quelque chose de mal écrit. Mais je peux pas passer outre cette mauvaise écriture. C'est pour ça que... Ouais, 9, 9 et demi, 9 sur 20. Ça aurait pu être mieux. Vraiment, un tout petit peu mieux réfléchi, ça aurait pu être mieux, mais tel quel, je peux pas donner beaucoup plus. Voilà, à bientôt pour le prochain film, autour d'un crossover que beaucoup attendent, d'après ce que j'ai lu dans les commentaires, donc attendons voir ce que ça donnera. À très bientôt, bye!